Hello. La majorité des travaux empiriques utilisant la régression sur discontinuité que j'ai lus, mémoires, rapports, parfois même des articles, ont un problème en commun. Pas dans l'estimation, pas dans l'interprétation, mais dans la vérification des hypothèses. Soit elles ne sont pas vérifiées du tout, soit elles sont vérifiées à moitié. Un graphique sans test formel, un test sans regarder ce qu'il dit vraiment. Et le problème, c'est que si vos hypothèses ne tiennent pas, tout le reste s'effondre. Votre coefficient, votre p-value et vos recommandations. Tout. Dans cette vidéo, courte, dense et directe, je vais vous montrer comment vérifier correctement les 3 hypothèses du SHAP RDD ou alors du RDD strict. Pour chaque hypothèse, la bonne pratique, le code R et surtout les erreurs que vous faites probablement sans le savoir. On reste sur notre exemple concret. On va évaluer la politique de distribution gratuite de moustiquaires au Rwanda. Les données sont réelles, les sorties R sont réelles, les problèmes aussi. Rappelons les 3 hypothèses. L'hypothèse 1, la politique est effectivement appliquée. On voit bien la discontinuité stricte dans les données. Hypothèse 2, les individus ne manipulent pas leur position autour du seuil. Et l'hypothèse 3, les covariables que l'on utilise sont continues autour du seuil. Aucune caractéristique observable ne saute autour du seuil. 3 hypothèses, 3 pièges. Allons-y. Première hypothèse, et c'est celle qu'on vérifie en 30 secondes, mais que beaucoup sautent complètement. La logique du RDD strict repose sur une idée simple. Le passage du seuil détermine parfaitement le traitement. En dessous, pas traité, au-dessus, traité. C'est binaire, net, sans exception. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans vos données? Parce qu'une politique peut exister sur le papier et être appliquée très différemment sur le terrain. La bonne pratique. La première chose à faire avant toute estimation, c'est de tracer la probabilité de traitement en fonction de la running variable. Rappelons, la politique permet de donner des moustiquaires gratuitement aux enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire aux enfants de moins de 60 mois. Ici, la running variable, c'est l'âge, parce que c'est l'âge qui permet de déterminer le traitement. Regardez ce graphique. Avant 60 mois, la probabilité est de 1. Chaque enfant reçoit la moustiquaire gratuitement. Après 60 mois, la probabilité tombe à 0 immédiatement, nettement. C'est le SHARP que vous recherchez. Une rupture franche, nette, au mois près. Ce graphique vous dit 2 choses fondamentales. La politique existe bien dans les données, pas seulement sur le papier, et le seuil est strictement respecté. Pas d'agent de santé qui distribue au-delà de 60 mois par bienveillance. Donc l'hypothèse 1 est validée pour notre étude. L'erreur numéro 1. L'erreur la plus fréquente et la plus grave. Beaucoup supposent que la loi existe, donc elle est appliquée. Imaginez que dans les données, les agents de santé distribuent les moustiquaires à tous les enfants de moins de 7 ans par manque de supervision. Le seuil légal est à 60 mois, mais le seuil réel dans les données est à 84 mois. Si vous estimez votre régression au seuil de 60 mois, sans vérifier, vous n'estimez rien de réel. La règle absolue, produisez toujours ce graphique en premier, avant tout, sans exception, même avant les statistiques descriptives. Le fait. L'erreur numéro 2. Supposez que vous avez une discontinuité nette alors que vous avez une discontinuité floue. Dans le SHARP ou alors le RDD strict, la probabilité de traitement passe de 0 à 1 ou de 1 à 0 au niveau du cutoff parfaitement. Dans le RDD flou, elle augmente fortement autour du seuil, mais pas de façon parfaite. Certains au-dessous du seuil ne sont pas traités, certains en au-dessus le sont quand même. Si votre graphique ressemble à ça, vous n'avez pas un SHARP RDD, vous n'avez pas un RDD strict, vous avez un RDD flou et la stratégie d'estimation est complètement différente. Estimer un SHARP RDD sur des données floues, c'est biaiser votre effet causal systématiquement. La règle. Regardez votre graphique de traitement avant de choisir votre modèle. Le modèle suit les données et pas l'inverse.
L'erreur numéro 3, ce serait d'ignorer la qualité de la discontinuité. Voir un saut et conclure qu'il est suffisant sans regarder sa qualité. Un saut existe, mais est-ce qu'il est net, est-ce qu'il est immédiat ou est-ce qu'il est progressif sur plusieurs mois? Si la probabilité de traitement met 5 à 6 mois à descendre à 1, à 0 après le seuil, vous avez un problème de mise en œuvre progressive. Votre seuil effectif n'est pas à 60 mois. Il est flou et votre estimation capturera un mélange d'effets à différents stades de transition. Donc la règle ici, c'est que le saut doit être immédiat et net. Un saut progressif signale un problème de mise en œuvre à documenter. En résumé, l'hypothèse 1. Toujours tracer la probabilité de traitement en fonction de la running variable. Ne jamais supposer que la loi est appliquée sans le vérifier. Ne jamais supposer un sharp ou strict sans regarder la forme du saut. Ne pas ignorer un saut progressif, c'est un signal important. Deuxième hypothèse, et c'est peut-être la plus subtile à comprendre et la plus mal testée en pratique. Souvenez-vous de la logique centrale de la régression sur discontinuité. On compare les individus juste en dessous et juste au-dessus du seuil en supposant qu'ils sont quasi identiques. Mais cette comparaison s'effondre si les individus savent qu'il y a un seuil et se positionnent stratégiquement pour en bénéficier. Dans notre cas, si les parents falsifient l'âge de leur enfant pour rester sous les 60 mois et continuent de recevoir les moustiquaires gratuitement, alors les enfants juste en dessous du seuil ne sont plus un groupe aléatoire. Ce sont les plus informés, les plus connectés et les plus stratèges. Et votre comparaison est biaisée. La bonne pratique. L'idée est simple et brillante. Si personne ne manipule sa position, la distribution de l'âge autour du seuil doit être lisse et continue. Pas de pile anormale juste avant 60 mois, pas de creux juste après. En revanche, si les parents se positionnent stratégiquement juste sous le seuil, vous allez voir une bosse anormale juste avant 60 mois et un creux juste après. C'est exactement ce test que le test de RDD Density, la version moderne du test de McCrary, fait. Regardez ces graphiques. Les barres vertes, la distribution empirique de l'âge, la courbe noire à gauche et rouge à droite, les estimations locales de densité avec leur intervalle de confiance. Ce qu'on cherche, est-ce que les deux courbes se rejoignent proprement au niveau de 60 mois? Ici, oui, la transition est continue. Pas de bosse suspecte juste avant 60 mois, pas de creux juste après. J'aimerais également spécifier que la manipulation autour du seuil dépend de votre politique. Manipuler autour du seuil devrait être clair en fonction de la politique. Donc, si vous observez, vous regardez le graphique, vous observez un pic juste après 60 mois ici. Ce n'est pas une manipulation parce que la manipulation devrait s'obtenir si on a un pic juste avant 60 mois. Manipuler une politique, ce serait se placer en faveur de celle-ci. Donc, personne ne manipulerait pour avoir plus de 60 mois. Donc, si vous tracez le même graphique et vous observez un pic après 60 mois, ce n'est pas de la manipulation. Les effectifs sont comparables et sont équilibrés lorsqu'on regarde, voici le code R, lorsqu'on regarde les résultats de ce code R, les effectifs sont comparables et équilibrés des deux côtés. Et la p-value du test est largement supérieure à 0,05. On ne peut pas rejeter la continuité de la densité, donc pas de manipulation détectée. L'erreur numéro 1, ne faire que le graphique sans faire le test formel. On produit le graphique de densité, on voit que ça a l'air continu et on conclut pas de manipulation. C'est insuffisant. L'œil humain est mauvais juge de la continuité statistique. Une bosse peut sembler normale visuellement et peut être pourtant statistiquement significative. La règle graphique est une illustration. Le summary de
du test RDD Density est la décision. Toujours utiliser les deux. L'erreur numéro 2, c'est d'ignorer le warning Mass Point Detected au niveau après que vous allez lancer votre test. Ce warning apparaît quand votre running variable prend des valeurs qui se répètent beaucoup, comme l'âge en mois en entier. Beaucoup ignorent ce message, c'est une erreur. Ce warning signale que les hypothèses asymptotiques du test sont potentiellement violées. Les résultats restent exploitables, mais ils doivent être interprétés avec prudence. Comment réagir? Avec correction. Dans le code, au niveau de mass point, vous mettez égal à true. Parce qu'en réalité, la running variable devrait être continue. Or, ici, notre âge est en mois. Donc, on ne peut pas avoir les valeurs comme 12,5 mois, 12,8 mois. Donc, on a 12 mois, 15 mois, 16 mois. Ce sont des nombres entiers naturels. Donc, ce n'est pas continu. Dans le test dans les densités, on devrait avoir mass point égale à true. Ne jamais ignorer ce warning, activez la correction et mentionnez-le dans votre rapport. Parce qu'on devrait expliquer pourquoi. L'erreur numéro 3, ce serait de confondre la manipulation et la sélection naturelle. Imaginez-vous que vous observez une légère asymétrie dans la densité autour du seuil. Plus d'enfants juste avant 60 mois que juste après. Est-ce là de la manipulation? Pas nécessairement. Dans notre contexte rwandais, les parents amènent davantage leurs enfants à la consultation avant 5 ans parce qu'ils savent que c'est gratuit. Après 5 ans, les consultations baissent naturellement. Ce n'est pas une falsification de l'âge, c'est une sélection naturelle liée au comportement de recours aux soins. La différence est fondamentale. Manipulation, les individus modifient leur valeur de la running variable pour changer leur côté du seuil. L'âge ne peut pas être falsifié facilement, c'est une variable biologique et difficilement on change l'âge de l'enfant à l'âge de 5 ans. La sélection naturelle, les individus d'un certain profil sont naturellement plus représentés d'un côté. Ce n'est pas de la manipulation, mais ça peut quand même menacer la comparabilité. Comment distinguer les deux? Si la running variable est difficile à manipuler comme l'âge à un moment donné, une légère asymétrie est probablement de la sélection naturelle, pas de la fraude. Si la running variable est facilement manipulable, comme un score, un revenu déclaré, une note, toute asymétrie doit être investiguée sérieusement. Interprétez toujours le test de densité en tenant compte de la nature de votre running variable. L'âge biologique et un score déclaré ne se manipulent pas de la même façon. L'erreur numéro 4. Ne pas tester du tout parce que l'âge ne peut pas être manipulé. C'est l'erreur inverse de la précédente erreur. Certains concluent l'âge est biologique, donc pas de manipulation possible, donc pas besoin de tester. C'est faux pour 2 raisons. Premièrement, l'âge déclaré peut être l'âge réel. Dans certains cas, l'âge déclaré peut différer de l'âge réel. Dans certains contextes, les registres d'état civil sont incomplets, les âges sont approximés, arrondis, parfois même falsifiés. Deuxièmement, même si l'âge ne peut pas être manipulé, la sélection dans l'échantillon peut créer une asymétrie. Certains enfants sont plus susceptibles d'être enregistrés dans l'enquête selon leurs âges. La règle, il faut faire le test de densité, quelle que soit la running variable, même quand vous pensez que la manipulation est impossible. Un récapitulatif pour l'hypothèse 2. Toujours faire le test formel RDD Density, pas seulement le graphique. Activez mass point égale à true si le warning apparaît et si vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que le warning apparaît. Ne jamais conclure visuellement sans p-value. Ne pas confondre manipulation et sélection naturelle. Ne pas sauter le test
parce que la running variable ne peut pas être manipulée. Hypothèse 3. Les covariables observables sont-elles continues autour du seuil? C'est la plus longue à vérifier et c'est celle où on fait le plus d'erreurs. Pourtant, l'idée de fond est simple. Si les individus juste avant et juste après 60 mois sont vraiment comparables, toutes leurs caractéristiques observables doivent être continues autour du seuil. Pas de saut dans la variable sexe de l'enfant, pas de saut dans la variable région de résidence, pas de saut dans la variable niveau de revenus ou bien niveau d'éducation des parents. Si une caractéristique saute, les deux groupes ne se ressemblent pas et votre comparaison est compromise. Mais vérifier ça correctement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Avant d'aller plus loin, il est important de regarder ce point fondamental. Les covariables dans une régression sur discontinuité ont deux rôles distincts qu'il faut expliquer clairement. Le premier rôle, c'est dans le test de validité. On vérifie qu'elles sont continues autour du seuil pour valider la comparabilité entre les deux groupes. Et le deuxième rôle, c'est dans l'estimation. On les inclut comme contrôle pour réduire la variance et gagner en précision. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que les covariables servent uniquement à contrôler les biais, comme dans une régression classique. Dans le RDD, cela a tout un autre rôle. Comment donc vérifier que ces covariables sont continues autour du seuil? La bonne pratique pour les variables qualitatives. On ne peut pas directement appliquer un test de discontinuité sur les variables qualitatives, donc on transforme chaque modalité en variable binaire et on fait le test sur des proportions. On regarde donc la proportion ici de chaque variable, de chaque modalité en âge, mois. Si vous avez l'information la plus micro possible, vous pouvez regarder la proportion en cette information. Par exemple, l'enregistrement par semaine. Donc, vous pouvez regarder la proportion des filles en âge, mois par semaine. Là, ça sera encore beaucoup plus micro. Mais si vous n'avez pas l'information, vous pouvez directement utiliser votre running variable. Donc, ici, regardez la proportion des filles en âge, mois. La première des choses, c'est de regarder visuellement le graphique. Et la deuxième des choses, c'est d'estimer avec un test pour voir si il n'y a pas de discontinuité. Régulièrement, ce qui est fascinant avec les RDD, c'est que visuellement, lorsqu'il n'y a pas de saut, souvent dans les données, en faisant les tests, vous n'allez pas voir de saut, mais il faut toujours vérifier. Parce que lorsqu'il y a un saut avec un RDD, il doit toujours être visible. Si vous estimez un saut avec un test et vous regardez qu'il est significatif et l'effet n'est pas nul et tout, pourtant visuellement vous ne le voyez pas, c'est que vous faites une erreur quelque part. L'inverse peut déranger, mais celle-ci ne dérange jamais. Pour que le test soit vrai, il faudrait que non seulement le graphique présente la discontinuité claire qui est visuelle, et aussi que vous pouvez le vérifier à travers le test. Et pour vérifier cela, on utilise RD Robust dans le package RD Robust. Vous utilisez juste la fonction RD Robust. Ici, vous allez appliquer le RD Robust sur la proportion des chiffres. Regardez par exemple ce graphique. Les points sont dispersés aléatoirement de part et d'autre du cutoff, pas de saut visible à 60 mois, les proportions aussi autour de 50% de façon homogène. On a vérifié, voilà les résultats également du test. C'est exactement ce qu'on veut voir. Au niveau des proportions des filles, on n'a pas de discontinuité. La bonne pratique avec les variables continues, on peut directement appliquer RD Robust sur la variable continue. Par la suite, on a souvent des bases de données avec beaucoup de variables. On a souvent des bases de données avec 15, 20, 30 variables. Il serait compliqué de regarder ça variable par variable. Donc, ce que nous proposons ici, c'est la construction d'un indice synthétique. Au lieu de tester chaque covariable une par une, on construit un indice synthétique qui résume l'information de toutes les covariables simultanément. Ma logique, et qu'elle est déjà vérifiée, est la suivante. Si aucune covariable n'a de discontinuité, l'index prédit ne peut pas en avoir. Si l'index saute, au moins une covariable lui a transmis cette discontinuité. En réalité, comment ça marche? Vous prenez une variable continue dans la base qui ne présente aucune discontinuité autour de 60 mois. Vous essayez de prédire cette variable avec toutes les autres covariables disponibles que vous deviez utiliser. Si la prédiction, et vous faites les tests RDD Robust sur la valeur prédite, si la valeur prédite présente une discontinuité, alors la discontinuité vient des covariables que vous avez utilisées pour pouvoir prédire cet index.
Et pour prédire cet index, pas besoin d'utiliser les modèles compliqués, juste utiliser une simple régression linéaire et voilà. Dans notre cas, on a utilisé l'âge du chef de ménage parce qu'on a vérifié l'âge du chef de ménage. Il ne présentait pas de discontinuité autour de 60 mois. On l'a prédit avec un ensemble de 7 variables. Parmi les 7 variables, il y a les variables catégorielles, comme la variable région par exemple. On a construit l'index avec le code que voici et on a testé la discontinuité. Voici les résultats. L'effet est de 0,2 avec une p-value non significative. Donc, prise ensemble, tous nos covariables ne présentent pas de discontinuité significative autour du seuil. En réalité, c'est ça qu'on retient. Dans l'erreur numéro 1 ici, ne tester que quelques covariables et ignorer les autres. Et c'est la plus fréquente qu'on observe dans les papiers, dans les articles ou dans les mémoires. L'erreur numéro 2 serait d'inclure un outcome intermédiaire comme covariable. Par exemple, la proportion d'enfants qui ont eu une moustiquaire. C'est une erreur fatale. Regardez ce graphique. La proportion d'enfants possédant une moustiquaire est quasi parfaite avant 60 mois et s'effondre après. Si on inclut cette variable dans notre test de continuité, on va trouver une discontinuité massive et on va conclure à tort que nos covariables ne sont pas continues. Mais ce saut n'est pas un problème de covariable. C'est parce que cette variable est causée par le traitement lui-même. C'est un outcome intermédiaire, pas une covariable de pré-traitement. Comment identifier un outcome intermédiaire? Posez-vous toujours cette question. Cette variable peut-elle être affectée par le programme? Si oui, excluez-la de vos covariables. La règle, une covariable doit être déterminée avant le traitement et ne pas pouvoir être causée par lui. En cas de doute, excluez-le. L'erreur numéro 3. Inclure une variable mécaniquement corrélée à la running variable. Par exemple, l'âge du chef de ménage. C'est un peu plus subtil. L'âge du chef de ménage augmente littéralement avec l'âge de l'enfant, c'est mécanique. Plus l'enfant vieillit, plus ses parents vieillissent. Si on inclut cette variable dans le modèle de l'index, elle transmet sa tendance à l'index prédit et la régression interprète cette tendance comme une discontinuité. Du coup, on aura une p-value hautement significative, mais de mauvaise conclusion. Ce n'est pas une discontinuité réelle, c'est une tendance de fond capturée par une variable mal choisie. Si une variable est mécaniquement corrélée à votre running, excluez-la de l'index. L'erreur numéro 4. Conclure qu'une discontinuité significative invalide tout. C'est la 4e erreur et c'est celle qui fait abandonner de bonnes analyses. On trouve une discontinuité significative sur une covariable et on conclut mon RDD est invalide, tout s'effondre. Pas si vite. Avant de conclure, tester sur plusieurs fenêtres d'observation. Et c'est ça la beauté du RDD et qu'on va voir dans la prochaine vidéo. La fenêtre d'observation est très importante. Lorsque vous regardez un graphique, par exemple, je peux prendre une région au hasard. Je prends peut-être la région du Sud. On observe que la proportion des enfants dans la région du Sud en âge mois présente une discontinuité autour de 60 mois. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo avec le RDD, c'est une méthode locale. Peut-être, c'est un effet de la fenêtre d'observation. Du coup, il faut faire varier la fenêtre d'observation pour voir si ce n'est pas une tendance générale. Est-ce que c'est parce qu'on prend tout le monde avec une large fenêtre, ça veut dire une fenêtre de 2 ans, une fenêtre de 3 ans, une fenêtre de 4 ans? Là, de regarder les données globalement, on observe une discontinuité. Est-ce que lorsqu'on se rapproche davantage de notre seuil, on observe la discontinuité ou pas? Voilà. Du coup, on a fait varier les fenêtres d'observation de plus ou moins 3 mois, plus ou moins 6 mois, plus ou moins 12 mois, plus ou moins 18 mois, plus ou moins 24 mois. On se rend compte que plus on se rapproche du seuil, moins il y a des discontinuités. En tout cas, les p-values ne sont plus significatives. La discontinuité disparaît complètement quand on se rapproche du seuil. Ce qu'on observe avec les grandes fenêtres, c'est une tendance naturelle de la richesse avec l'âge, pas un vrai saut local. Donc, une discontinuité significative sur une grande fenêtre n'est forcément pas un vrai saut. Testez toujours sur plusieurs fenêtres avant de conclure. Erreur numéro 5. Ne pas savoir quoi faire quand une hypothèse ne tient pas vraiment. On a vu là 3 hypothèses et nous sommes en train d'expliquer la dernière hypothèse. Ne pas avoir de stratégie quand l'hypothèse échoue. Si après tous les tests, la discontinuité tient sur
toutes les fenêtres. Voici la marche à suivre. L'option numéro 1. Si vous avez testé les discontinuités et tout, plusieurs fenêtres et vous constatez que voilà, il y a toujours, la p-value est toujours significative. L'option 1, c'est de montrer la robustesse de l'estimateur principal. Vous incluez vos covariables dans les données et vous changez de fenêtre pour l'estimation du coefficient de départ. C'est-à-dire quoi? On voulait regarder l'effet ou l'impact du partage gratuit des mousquetaires au Rwanda. C'était ça. Donc, c'était cet effet-là qu'on voulait. On peut estimer cet effet avec et sans covariables. C'est-à-dire, on met toutes les covariables qui sont continues, qui sont observables et continues dans les données, dans la régression, sans ces variables-là qui semblent ne pas être continues. Et par la suite, on fait une seconde régression en ajoutant cette covariable pour montrer qu'en réalité, ça ne creuse pas davantage la discontinuité. Option numéro 2, présentez-le honnêtement dans votre section validité. La covariable X présente une discontinuité significative autour du seuil sur toutes les fenêtres testées. Cela suggère que les deux groupes diffèrent sur cette dimension. Nous contrôlons pour cette covariable dans toutes nos spécifications et nous montrons nos résultats stables par rapport à ces différentes spécifications. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, un aveu de rigueur. Un reviewer qui voit, comprend que vous maîtrisez votre sujet. Donc, il n'est pas nécessaire d'invalider complètement votre RDD parce qu'une seule variable n'est pas continue. Mais ne l'incluez pas de façon systématique. Donc, en résumé, pour l'hypothèse 3, il faut tester toutes les covariables qualitatives par proportion continue directement, utiliser l'index synthétique pour un test beaucoup plus global, ne tester qu'une sélection arbitraire de covariables, inclut un outcome intermédiaire comme covariable, inclut une variable mécaniquement corrélée à la running variable, conclut qu'une discontinuité significative invalide tout sans tester les différentes fenêtres, ne pas avoir de stratégie quand l'hypothèse échoue vraiment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.